Donc ça fait déjà 13 ans que je travaille pour Collège Frontières. Je suis coordonnateur communautaire. C'est-à-dire que je gère deux équipes. Je gère l'équipe de l'UQAM, où il y a à peu près, voilà, malin, dépendamment des années, 100, 120 bénévoles. Et puis je m'occupe aussi de bénévoles de communauté qui sont, sur Montréal par exemple, on a 4 équipes. On a une équipe à l'UDM, une équipe à Concordia, une équipe à l'UQAM, une équipe qu'on appelle bénévoles de communauté, qui sont toutes les personnes qui veulent faire du bénévolat, mais qui ne sont pas étudiants universitaires actuellement. Bon, au départ, c'était bénévole senior, et puis on a trouvé que c'était pas... Donc, bénévole de communauté, c'était beaucoup plus large. Donc, voilà. Ce que je pourrais faire, c'est rapidement vous faire le topo de Collège Frontières, voir un peu qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui ne le connaîtraient pas. Beaucoup, je pense qu'en fait, avoir des têtes qui sont dans l'assistance, je pense que tout le monde connaît Collège Frontières, mais vite fait. On existe depuis 1899, on est un des premiers organismes d'alphabétisation au pays, avec le YMCA. Et c'est ça, ici au Québec, on était installé depuis 1912. Donc bon an mal an, c'est ça, on a toujours œuvré dans l'éducation aux adultes. Il se trouve qu'au tout début, c'était un révérend, c'était M. Fitzpatrick qui avait créé le mouvement et qui envoyait des gens dans les chantiers, dans les camps de bûcherons. Et il partait avec une tente, c'est tout à fait utopique à l'époque, c'est tout à fait comme quoi l'utopie parfois mène très loin. Et puis il se balade dans les camps de bûcherons avec une tente et puis des malles de livres, et il apprend à lire, à écrire aux gens, donc aux bûcherons qui sont dans les bois et qui travaillent dans la journée, et le soir ils prennent des cours pour apprendre à lire et à écrire. C'est tout à fait fantastique comme idée de départ, et puis bon, depuis ce temps-là on perdure, on a passé les crises, récessions, etc. Et puis on se retrouve dans les années 90 où on a des programmes avec les étudiants, on s'installe sur les campus universitaires. Et puis là, actuellement, c'est ça, le siège social est à Toronto. On a à peu près une trentaine de personnes qui travaillent pour nous à Toronto. Parce que bon, comme le siège social est à Toronto, on a beaucoup de financement finalement de la province de l'Ontario. Alors ce qui fait qu'on a plus de gens sur l'Ontario. Et à travers le Canada, on a une trentaine de personnes comme moi, donc des coordonnateurs communautaires qui gèrent différents programmes. On a à peu près 4500 bénévoles par année, finalement, sur toutes nos activités. On fait beaucoup de choses, on fait de l'aide aux devoirs, on fait à la fois avec les adultes, du jumelage individuel par exemple, donc on jumelle des bénévoles avec des personnes qui veulent apprendre à lire et écrire ou qui veulent se franciser. On aide aussi des organismes qui font du tutorat de groupe en envoyant des bénévoles. Et puis après, on fait de la prévention. La prévention, ça passe par de l'aide aux devoirs, ça passe par le plaisir de la lecture. On fait des tentes de lecture pendant l'été, tout ça pour donner le goût de la lecture aux enfants. On a un très gros programme depuis 3 ou 4 ans au niveau des autochtones. Donc là, c'est ça un gros, pour nous au niveau du Québec, un gros... c'est Christina et Mélanie qui gèrent ça, vraiment, ça a pris une expansion considérable. On a fait 40 camps autochtones, c'est-à-dire qu'on envoie à la fois des gens qui sont soit des anciens bénévoles par exemple. On a embauché une vingtaine d'anciens bénévoles qui sont allés dans les communautés et une vingtaine d'autochtones dans les réserves pour faire des camps de littératie pendant l'été, justement pour que les autochtones, avec de la littérature, avec une base de littérature autochtone, puissent faire de la lecture et puis puissent promouvoir la lecture dans les communautés autochtones. Voilà, donc grosso modo c'est ça. Ici à Montréal, on a encore une fois 4 équipes, on a à peu près 300 bénévoles pour nos 4 équipes sur Montréal. Et puis après on a une équipe au niveau du Québec à l'Université Laval et à Sherbrooke. Voilà, donc grosso modo le topo de Collège Frontières est mis. Et puis c'est ça, là on profite de cette nouvelle enquête qui sort. Ça nous semble important. Moi, ça fait déjà 13 ans que je travaille dans le domaine, et puis j'ai comme l'impression que les choses n'avancent pas vraiment beaucoup. Donc je pense que là, c'est une occasion ou jamais de remettre tous ces chiffres sur la table, de faire en sorte qu'on en parle et de voir un peu qu'est-ce qui peut sortir après par la suite, aussi bien au niveau fédéral que provincial. Donc c'est pour ça que ça nous a paru important je pense que les médias n'ont pas encore assez parlé, peut-être que les chiffres sont trop bruts pour l'instant et qu'on n'a pas
On n'a pas encore assez pré-mâché tout ça pour les médias. Donc c'est un peu ce qu'on vous propose ce matin de faire. Donc on ira avec 3 interventions. Monsieur Bélanger qui va nous présenter l'étude en tant que telle, qui va essayer de nous la vulgariser dans la mesure du possible, qui va nous faire des liens avec les autres enquêtes internationales, parce que c'est déjà la 3e enquête internationale au niveau, c'est ça, dans laquelle participe le Canada. Puis après, on verra l'avis du Conseil supérieur de l'éducation avec monsieur Le Sart, qui est vraiment, je pense, un document très réfléchi sur ce qui devrait être la politique d'éducation aux adultes. Et on finira avec Martine Filion, qui est la représentante finalement d'un grand mouvement issu des années 70, du RGPA, du regroupement des groupes d'alphabétisation, parce que c'est des acteurs majeurs, quoi. Donc, on va commencer de suite avec M. Bélanger, c'est ça qui va nous présenter donc l'enquête en tant que telle, qui va nous vulgariser l'affaire. Merci.